Alors, on se retrouve pour la dernière session de cette journée. On va commencer par un petit peu de calme mental. François-Xavier disait tout à l'heure que on pouvait glisser dans un mode de... Tu disais pas un mode de conscience, un mode d'état d'esprit qui était plus enclin à développer une forme d'autopilote. Puis c'est plus proche de, comment dire, des textes bouddhistes, justement. Il y a une définition d'état d'esprit. Facteurs conscients, facteurs mentaux. État d'esprit. Alors, on a les facteurs mentaux et les consciences principales dans le bouddhisme. C'est deux choses différentes, mais les facteurs mentaux, les fonctions de la conscience, les manières de connaître, c'est des choses qui sont similaires. Mais ce que tu disais, pour reprendre le terme, c'est que quand on a... Je vais le lire. Le mot esprit en tibétain a la faculté d'élargir la signification du mot esprit au champ de la pure conscience, laquelle à son tour est définie par deux traits. Au-delà de l'affectif et de l'intellectuel, au-delà de la dualité qu'implique l'individu, lequel suppose nécessairement séparation et un autre. Et c'est pour ça que tout à l'heure, de manière un peu brutale, je vous ai dit, pour moi, le toxicomane isolé n'existait pas, mais pour moi, et dans ma vision du monde à la fois de systémicien et bouddhiste, l'individu isolé n'existe pas. Oui. L'individu isolé, il meurt, sauf exception faite, évidemment, des esprits ultra éveillés qui font le choix du vipassana, 3 ans, 3 mois, 3 semaines, etc., etc. Les ascètes dont parle Alexandra Bignel qui l'ont initiée, où elle parle de cette grotte dans le Sikkim où elle a 3500 mètres, isolée, toute seule, dans le froid et tout, avec juste le lama qui vient de temps en temps, et où elle dit ça a été les plus belles années de ma vie. C'est un mode, hein. On revient. Retour du Sikkim, passage de l'Auxerre, Paris, jour du marathon de Paris. Non, je disais juste que tu parlais de la conscience en disant que une conscience distraite ou une conscience, pourra dire un facteur, tu disais une fonction de la conscience, non, tu as dit un état d'esprit. Un état d'esprit. Un état d'esprit. Un état d'esprit. La conscience est distinct du conscient. Absolument. Un état d'esprit dans lequel on laisse la place à la distraction et de moins bonne qualité et donne plus facilement lieu à l'autopilote. Donc on parle des moyens de considérer comment on peut dépasser, transformer, selon qu'on le définit en termes de transformation, d'éradication complète. C'est une autre proposition. Mais en tout cas, la concentration, elle est hyper importante, je pense, dans le dépassement de ça, parce qu'un esprit qui sait s'en remettre à ses propres chaînes de production pour la production de son propre bien-être et de son propre bonheur, on n'a pas besoin de s'en remettre aux chaînes de production extérieures, tout simplement. Parce que ces chaînes de production intérieures, elles sont moins chères. Exactement. Elles sont de bonne qualité, elles sont pérennes, et elles ne coûtent pas grand-chose. Et au final, elles sont de bien meilleure qualité. Facilement accessibles et bien plus satisfaisantes. Et elles ne sont pas quelque chose qui présuppose une dette. À l'inverse de l'avidité qui présuppose un prix à payer plus tard. Il n'y a pas de prix à payer plus tard dans le développement de certaines des qualités de notre esprit, comme la concentration. Et c'est d'ailleurs pour ça, en l'occurrence, que ces deux chaînes de production ne sont pas liées. C'est que si l'une produit potentiellement des expériences insatisfaisantes à l'avenir, l'autre ne peut produire que des expériences satisfaisantes. C'est-à-dire que la concentration ne peut jamais induire la production d'une expérience insatisfaisante. C'est le sous-produit de quelque chose d'autre qui va apparaître au moment où on essaie de se concentrer. Ça peut être une frustration, ça peut être quelque chose d'autre. Donc, je crois que c'est assez
assez important. La concentration, elle ne peut que permettre quelque chose de constructif. Et la vigilance. Et la vigilance, la concentration, ce qu'on appelle la pleine conscience, samadhi en sanskrit, toutes ces fonctions de la conscience qui sont activées dans la méditation de calme mental sont tout aussi constructives. On appelle la souplesse aussi, la souplesse mentale, qui fait que quand on développe le calme mental, l'esprit peut commencer à... C'est un sous-produit du calme mental, la souplesse. Exactement, c'est un des sous-produits de l'accomplissement, mais la souplesse commence à se développer au départ, et c'est ce qui fait qu'on peut visualiser des choses complexes, qu'on peut se porter facilement sur la production de qualité dans notre esprit, parce qu'on a notre esprit on contrôle notre esprit, tout simplement. Donc on peut le porter sur l'objet qu'on veut, quand on veut. Pour remettre par rapport au contexte, et on Ouais. en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a aussi prévenir une rechute. Et dans ce contexte-là, c'est-à-dire quelquefois, une rechute dans la prise d'un produit, quelquefois, ça s'annonce. Attends, je finis. Si tu veux Rechute bien. est un mauvais terme. Non. Reprise de Reprise consommation. de produit, si tu veux. Tu D'accord. sais, Camus disait, mal nommer les choses, c'est participer au malheur du monde. Oui, d'accord. Après, on a sa cosmogonie personnelle. Et bref, donc une reprise d'un produit, ça s'annonce parfois, et ça s'annonce parfois par de toutes petites pensées très clignotantes, et effectivement la concentration, la vigilance. Quand on a des circuits d'alerte un petit peu sur certaines choses, par exemple. Venir couper au moment où tu sens que ça... Bien avant, peut-être En amont. 6-8 mois avant que... Après, ça mûrisse et ça se transforme par une reprise de produit éventuelle ou un autre type de reprise à une addiction, n'importe quel type d'addiction, de jeu, Le travail de la concentration, on dit qu'on ne peut pas avoir à la fois dans l'esprit des facteurs mentaux constructifs et d'autres qui ne le sont pas. Donc une des fonctions de la concentration, c'est que quand on est totalement concentré, on n'a pas l'émergence dans l'esprit ni d'avidité ni d'hostilité, par exemple. Tout simplement parce que c'est pas dans le même système, c'est pas dans la même chaîne de production. Et j'aurais peut-être plus de mal à exprimer que ce que tu exprimes, mais les premières pensées éventuelles après 2 ans d'abstinence, 3 ans, 10 ans d'abstinence d'un truc, tu les repéreras plus vite, parce qu'elles viendront troubler l'harmonie de quelque chose, et en plus c'est des pensées que tu connais bien, parce qu'avant elles étaient là quelque part, donc au premier surgissement, tu as un système d'alerte qui je sais pas, c'est mes mots un petit peu qui peut... Et ça c'est que vraiment sur la concentration et la vigilance. Tu l'avais dit toi-même, je pense que ça faisait partie de ça. C'était dans le calme mental, ça fait partie du travail sur le calme mental, c'est de se rappeler. La pleine conscience, c'est une forme de mémoire activée, on peut dire. Une mémoire dans le sens où on se souvient de l'objet parce qu'on l'exprime mentalement, parce qu'on est focalisé sur lui en fait. Ne pas oublier, c'est pas j'ai cette information stockée que je peux puiser, c'est de l'exprimer mentalement parce qu'on est connecté à cette chose-là. On ne l'oublie pas pour autant qu'on est connecté à cet objet. Du souffle par exemple, c'est ne pas oublier le souffle. D'ailleurs, une des traductions de la pleine conscience, c'est une forme de remémoration. Et la vigilance, elle peut fonctionner par la mémoire aussi. On se souvient des pensées qu'on vient d'avoir, parce que parfois les pensées elles nous ont tellement emmenés que le moment où on en sort, on les a oubliées. Donc parfois il faut venir puiser quelques secondes précédentes pour, comme le sommeil, comme le rêve, où le matin on se souvient des rêves qu'on a faits pour finalement activer les nuits d'après, la possibilité d'avoir une conscience quand on dort. C'est le même système. Et dans ces moments-là, s'il y a justement une perturbation qui se présente, tu vas tout de suite la voir. Vas-y. Et c'est quoi la définition de la pleine conscience? J'ai un problème avec ce concept. Alors, pleine conscience, c'est un facteur mental, une fonction de la conscience qu'on appelle sati en pali, samadhi en sanskrit, et qui est de ne pas oublier un objet familier, et sa fonction est d'éviter la distraction. Voilà. Bon, c'est une mauvaise traduction, pleine conscience, parce qu'on a l'impression qu'on est pleinement conscient de tout, mais bon,
Je termine un programme sur la pleine conscience. C'est pas plus mal de. La pleine conscience, elle est mise un peu à toutes les sauces. Pour revenir là-dessus, si je peux intervenir, moi justement, quand j'ai repris la consommation, c'est que, j'avais réussi à prendre une vraie distance avec le produit. J'arrivais dans une période où justement j'avais fait un gros travail sur moi et je savais qu'il fallait que je fasse le deuil de quelque chose. Donc je savais que ce produit-là m'avait aidé pour passer les étapes avant. Et donc en fait j'avais absolument conscience de ce que ça allait m'apporter sur le moment, pourquoi j'en avais besoin et pourquoi je me l'autorisais. Et du coup, ça m'a aidé. Et après, je ne suis pas retombée réellement dans l'addiction, même si j'ai réussi à prendre la distance avec la chose, quoi. Oui. Le deuil de quelque chose n'existe pas. On fait le deuil d'une personne, mais pas d'une chose. Le deuil d'une personne. Je m'excuse, hein. Bien sûr, Je repense à la phrase de Camille Malnommer, les choses, c'est commencer à participer au malheur du monde. Ouais. Allez, on est parti pour, je pense, une quinzaine de minutes de méditation. On va prendre comme ce matin l'objet du souffle et on va faire la même chose en 2 parties. La première pour éveiller la clarté mentale. Et on le fait avec le plus de souplesse possible. Clarté ne veut pas dire tension mentale. On le fait avec le plus de patience possible. Et ça consiste à percevoir l'inspiration quand on inspire, percevoir l'expiration quand on expire, et par petites touches, de temps en temps, essayer d'injecter une forme d'intensité mentale qui nous fait penser que cette inspiration, cette expiration, c'est bien le souffle, c'est bien l'objet qu'on a choisi. L'importance de trouver l'objet, cette pleine conscience qui est importante dans l'établissement du calme mental, elle a besoin d'un objet familier, on a besoin d'invoquer cette clarté mentale avant de pouvoir travailler sur la détente.
Lorsque j'inspire, je sais que j'inspire. Lorsque j'expire, je sais que j'expire. Et de temps en temps, en observant mon inspiration, je sais que c'est le souffle, je sais que c'est l'objet de méditation que j'ai choisi. Et si je le sens, je peux essayer d'accroître l'intensité mentale qui observe cet objet, non pas en accroissant la définition de l'objet, mais en accroissant la définition du capteur de mon esprit, le capteur mental. Ça peut donner lieu à une forme de certitude un peu plus vive, un peu plus intense, un peu plus joyeuse, un peu plus sûre, de me dire ça, c'est bien le souffle. Et peut-être qu'avec un peu plus d'intensité, on peut se dire, ben voilà, ça y est, j'ai un peu mieux trouvé ce qu'était le souffle en entrant en contact avec lui. Et dans la deuxième partie de cette méditation, on va simplement stabiliser l'esprit, le détendre, et accepter que si le souffle, en haute définition, ça représente 100%, ben on n'établisse notre attention que sur 10%, et même si on le perd de temps en temps, c'est pas très grave, parce qu'on peut le perdre et quand même avoir une qualité de pleine conscience encore active. Donc là, l'essentiel, c'est de donner les possibilités à son souffle de reprendre un rythme naturel, d'accepter que notre esprit ne soit pas totalement fixé sur lui. D'ailleurs, on peut tout à fait avoir la présence de perturbations, de pensées, alors qu'on est encore en train de maintenir notre attention sur le souffle. Et ça fait partie du jeu. C'est quelque chose qui va être éliminé assez tard dans la culture du calme mental. Il ne faut pas espérer qu'on n'ait pas de grésillement mental. Parce qu'on va tendre l'esprit et l'attention va être difficilement accomplie. Donc on accepte ces altérations de la qualité de notre attention. On accepte de percevoir le souffle à minima et avec un esprit content autant que possible, calme, détendu. On se focalise autant qu'on peut sur le souffle.
Et on accompagne le souffle à se calmer, à se détendre. Et calmement, on va pouvoir mettre fin à cette méditation. Et pour revenir un petit peu à ce que Alain disait, c'est vrai que quand on cultive le calme mental, on est vraiment au cœur de la production de ces mini-impulsions qui peuvent donner naissance à de grosses impulsions, qui peuvent donner naissance à quelque chose de suffisamment impérieux pour justifier une action verbale ou physique. Et là, on est vraiment à l'aiguillage, on est vraiment sur le départ du départ. Et la vigilance, elle peut au départ apercevoir quand on a été totalement distrait. Une fois qu'il est un peu trop tard, elle se souvient. Puis après, on a dans l'esprit à la fois la concentration sur le souffle et en même temps ces distractions. Sauf que ces distractions, c'est comme sur le ring entre un boxeur deux boxeurs de 60 kilos. Il y en a un, ils se mettent des pains, mais il y en a un qui n'est pas capable de faire sortir l'autre. Créer des tensions. Voilà. Et puis après, c'est juste quand l'autre est en train de commencer à s'activer que la pleine conscience et la vigilance peuvent faire leur boulot. Et c'est au moment où on est en train de commencer à prendre la tangente qu'on rétablit le cap sur l'objet. Et puis au final, même ces choses-là ne surgissent plus dans l'esprit. Et là, on a vraiment, à ce moment-là, tout l'environnement mental requis pour absorber l'esprit sur un point, sur l'objet. Et ça pacifie complètement les impulsions, totalement. Ça les vide de la force. Elles n'ont plus aucun pouvoir parce qu'elles ne sont absolument plus là, en fait. Elles n'opèrent plus dans l'esprit. Et c'est ce qu'a fait Bouddha. Il a fait ça, il a acquis des absorptions méditatives très tôt. Je crois quand il était dans son palais, il se mettait sous un arbre et il entrait dans la deuxième concentration, je crois, le deuxième jhana. Sauf que il s'est dit, c'est pas la fin de la souffrance, ça. C'est la fin des manifestations de la souffrance. Mais il va falloir aller un peu plus loin, il va falloir les sortir et les arracher à la racine. Et il a vu que la vision supérieure, la vision pénétrante, l'identification de ce qu'est vraiment un individu, permettait ça. Donc, le fait de il y a les 3 entraînements supérieurs, vous connaissez peut-être dans le bouddhisme. Le premier qui est l'entraînement à discipline éthique, Sila, c'est comment elle va agir sur ses impulsions, elle va calmer un peu leurs manifestations. Mais on a vu que ça ne suffit pas pour calmer, elles vont peut-être calmer et faire en sorte que ces impulsions ne vont plus donner lieu à un comportement physique, mais elles seront toujours là. Le calme mental va les pacifier, ces impulsions, en ce sens qu'elles coupent court à leurs manifestations, et la sagesse va complètement les éradiquer.
C'est l'idée. Au mieux, si on peut en arriver là, ce qui serait magnifique. Mais si ce n'est pas le cas, eh ben, on peut aussi changer d'environnement, se soustraire à l'objet. Il y a plein d'autres choses. Hein. Ça ne commence pas quand on commence à avoir la discipline éthique. Hein. La voie ne commence pas là. Il faut faire feu de tout bois. Quoi. Il faut faire feu de tout bois, exactement. Donc on va échanger un petit peu maintenant sur les divers petits points qu'on aura pu noter sur mes notes. Alors moi, c'est bon, un point qui m'intéresse des différences entre la psychanalyse et le bouddhisme, c'est la psychanalyse ne présente pas la possibilité de totalement éradiquer le manque problématique, ou est-ce que c'est pas correct ce que je dis? C'est là, je ne sais pas si j'ai été suffisamment clair. Le manque, il ne va jamais disparaître. Tant qu'on sera vivant, nous sommes des sujets fondamentalement manquants. La seule dimension où le changement peut avoir lieu, c'est dans notre relation au manque. La manière de le vivre. Car on passe d'une modalité pleine d'angoisse, de refus, de fuite, d'évitement. Voilà, il y a beaucoup de stratégies pour essayer de ne pas faire face à ce manque, à un processus de mutation, de changement, qui permet finalement de pratiquement être à l'aise avec le manque. C'est-à-dire de venir s'y loger pour être dans le dynamisme du désir, qui en fait prend appui sur le manque. Mais c'est un processus. Et le manque, tu ne vas pas le faire disparaître. Il ne peut pas disparaître. C'est ta relation au manque. Est-ce que c'est parce que dans la psychanalyse, il n'y a pas l'apport du calme mental, par exemple? Je pose une question, mais parce que j'ai eu cette même discussion avec Martine hier, qui disait que dans sa méthode qu'elle a défendue, c'était que on devait vivre avec le mal-être. Ouais. Et que c'était ça. Bien sûr. Et toi, c'est de vivre avec le manque. Ben oui, parce qu'en fait, tu es constitué d'un manque fondamental qui est là en toi, qui est, pour le dire, quand on fait une métaphore, c'est ton centre vital. Et il faut le laisser pulser. Tu as une pulsation du manque. Et quand tu le laisses être ce qu'il est, ça va. C'est quand tu es en lutte, quand tu es dans un refus, quand tu es en défense, quand tu ne laisses pas le manque être ce qu'il est. Tu ne vas jamais le supprimer. Le manque, il se termine quand tu meurs. Mais tant que tu es vivant, le manque, il est nécessaire. En fait. Il est complètement nécessaire. Sinon, ce que je disais au début, sinon, il n'y a rien qui te porte à aller vers, à accomplir. Ah oui, mais là, on parle du manque qui est le manque constructif, qui élève, qui fait qu'on se transforme, qu'on aspire à quelque chose. C'est le même. C'est le même. Sauf que, si tu veux, il se transforme. Il se transforme grâce à ton positionnement qui va changer. Mais fondamentalement, le manque, c'est le même. Tu as une béance ou tu as un espace, il y a différentes manières d'en parler du manque. Ça peut être le vide central. Toute la différence est dans ton positionnement, dans ta façon de le ressentir, dans ta façon d'être avec lui. Alors, est-ce qu'on peut dire que le processus est une forme de purification de ce manque? C'est la purification de ta façon d'être par rapport à lui. Mais on le transforme aussi, puisqu'il exprime quelque chose de différent après ce manque. Oui, mais c'est parce qu'il exprime quelque chose de différent, c'est pas dit. Non, le manque, il est parce qu'au départ, il est porté sur l'extérieur, mais il n'aspire pas nécessairement à quelque chose de... C'est toujours toi, c'est ta relation, ce que tu en fais. Soit tu l'acceptes, et dans ce cas-là, tu es dans une forme de désir qui est un désir plus décidé, où tu peux décider effectivement de satisfaire ou non ton désir. Tu n'es plus agi par quelque chose. Tu deviens l'auteur de ta propre vie. Conscient. Et voilà, il y a des injections de conscience à tous les niveaux. Et tu sors de l'obscurité et tu vas vers une forme de lumière, pour le dire de cette manière-là. Le manque en lui-même, il sera le même. Tout ce qui change, franchement, c'est vraiment la relation. Et c'est ça qu'on travaille dans... François-Xavier, est-ce que tu veux revenir sur ton... Non, je suis bien. T'es bien? Non, je trouve ça intéressant, c'est passionnant.
C'est-à-dire que moi je reste sur une définition littérale du manque. Abstinence, privation. Trois logiques. Sevrage. Bon. Ça veut dire là être confronté au vide. C'est-à-dire que pour moi le manque n'est pas le vide et réciproquement. On est bien sur deux niveaux logiques distincts. Pour certains bouddhistes, il y a 27 formes de vide. Je vous en fais grâce, d'ailleurs je ne les ai pas en tête. Mais pour d'autres, c'est 17, pour d'autres 7. Enfin, effectivement, il y a le vide du vide, le vide de... Enfin bon, il y a tout des textes que je vous invite à lire sur cette affaire. Ça, c'est la logique du sevrage. J'ai abstinence. Il y a la logique de la substitution. J'ai une anecdote à propos de ça. Là. Si j'ai le temps, 2 minutes, je me dis, un soignant brillant en thérapie, je vous passe les détails, sérieux problème d'alcool, et militant pour la substance miracle. Il a découvert, il a été militant de cette substance qui permettait d'arrêter l'alcool, qui était ni aversive, ni... Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas l'ibuprofène ou le... C'est un nom, enfin peu importe. Militant à tous les niveaux de tout ça pour le nouveau produit miracle pour traiter l'alcool. C'est-à-dire, là on est dans la politique de substitution. Un produit dangereux, on produit un objet moins dangereux. On peut prendre l'optique objet, d'accord? Alors, militant brillant, etc., la cure de type analytique fonctionne bien, sauf que plus d'associations libres, et attribuant le succès de sa posture de sevrage à cette fameuse molécule, l'ibuprofène, le machin, enfin, etc., etc. Et en même temps, il arrête, il y a la substance à la place, et là, manque de compagne. Manque de compagne, alors sa femme qui était dans des circonstances dramatiques, il va sur les réseaux de rencontres. Et il arrive à une séance, si ça va, il me dit, oh François-Xavier, alors je suis allé sur les réseaux, alors j'ai 1200 contacts, il est hors de question que je ne réponde pas à un seul. C'est-à-dire, on est dans la logique de substitution, passer d'une dépendance destructrice à une dépendance constructrice, mais toujours avec la même intensité, c'est-à-dire, c'est la question, et c'est là que je trouve que c'est intéressant, les pistes que vous ouvrez, c'est-à-dire, c'est comment aussi il y a, dans ces logiques addictives, la passion de l'excès, quoi qu'il en soit. Excès de parole, excès d'internet, excès de militantisme, excès de... enfin, tout ce que vous voulez. Tout est susceptible d'être un excès. Excès de méditation, excès de bouddhisme, excès de yoga, excès de psychanalyse. Tout est susceptible d'être objet d'excès et en même temps objet de carence. Mais ce qui est sous-jacent, de mon point de vue, c'est le vide. Et jusqu'où on se confronte au vide. Il y a une petite expérience intéressante, je vous invite à lire de Daniel Audier, Tantra Yoga. Daniel Audier, O-D-I-E-R, sur la question du vide et de la confiance, très intéressant. Daniel Audier, Tantra Yoga. Daniel Audier est devenu un des grands exégètes suite à cette expérience qu'il a eu en Inde. Grand chercheur sur ces questions, il est devenu un conférencier international. Enfin, bref. Est-ce que je peux... Oui, je t'en prie. Le baclofène, le produit. Baclofène, Baclofène, merci. ouais. Baclofène, qui était... Je sais plus ce que c'est. Et alors, Ça fait long. pour continuer sur cette histoire, il a trouvé la partenaire idéale
qu'il m'a présenté, dans la mesure où moi j'ai eu un contexte d'adaptation, je ne suis pas un psy classique. La lune de miel, dont Wittgenstein parlait dans la relation du toxicomane à son produit. Enfin, il était assez fasciné par la drogue de toute façon. Et au moment où ça s'organise et il est question, ils organisent le mariage commence, il pète un câble, il se remet à picoler, il se retrouve hospitalisé, en hospitalisation contre sa volonté, hospitalisation d'office, le mariage en l'air, les familles respectives catastrophées, et terminé. Voilà. Donc c'est-à-dire, c'est le premier principe des alcooliques anonymes qui est valable sur cette question pour moi, de cet aspect de la dépendance toxique, c'est-à-dire, première règle, j'accepte qu'il y a une puissance au-delà de moi que je ne peux pas contrôler. Ça revient à ça, je n'ai pas la formulation exacte, tu me l'as rappelé hier. Et c'est accepter ça, et en même temps sa condition de dépendance. Pour les personnes qui précisément n'arrivent... Je l'ai ta citation. Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer. Merci. Le courage de changer les choses que je peux. Merci. Et la sagesse d'en connaître la différence. C'est vraiment très très beau et c'est magnifique. Ça très très raccord avec les enseignements. Magnifique. Et ça c'est valable pour les narcotiques anonymes, les alcooliques. C'est une prière. Oui. Tu peux mettre ce que tu veux à la place de Dieu. C'est l'essentiel étant que ce soit quelque chose qui te dépasse, une puissance qui t'est supérieure. Et parallèlement à ça, ce qui est intéressant dans la logique alcoolique, ce qui appelle un peu à l'aspiration aussi. C'est ça. C'est comment se définir, de manière éminemment paradoxale, je suis alcoolique anonyme. D'accord ? Deuxième chose, c'est le dispositif qui est mis en place, qui tient compte de la codépendance. Je n'ai pas eu le temps d'évoquer les 7 niveaux de dépendance. Il y en a une qui est pour moi fondamentale, c'est la codépendance relationnelle. Il y a toujours au moins dans l'entourage de l'usager de drogue par voie intraveineuse, au moins une figure codépendante, c'est-à-dire qui participe non seulement au maintien de l'usager dans sa logique de la dépendance au produit, mais encore dans la situation homéostatique, c'est-à-dire qu'il empêche justement de changer. Et pourquoi je parle des alcooliques anonymes, pourtant Dieu sait si en tant qu'analyste lacanien, etc., c'est du comportementalisme, ça vient des États-Unis, c'est neuneux, c'est ceci, il y a Dieu, enfin bref, ce qu'on peut avoir quand on commence, quand on est jeune et abruti. Et c'est l'histoire du parrainage, c'est-à-dire 24 sur 24, vous avez un parrain qui est dans la logique, qui est lui bien définitivement abstinent, que vous pouvez appeler à 3h du matin et qui vient quand vous êtes devant la bouteille, devant la seringue, devant la dose, devant ce et que vous allez y aller, justement là où tous les automatismes que vous avez évoqués, qui sont des automatismes cellulaires, psychiques, tout ce que vous voulez, on ne peut pas sous-estimer cet affaire des mémoires, c'est mettre un fin à l'impulsion qui remet dans la compulsion et que l'accueillant est prêt à se déplacer. Alors après, c'est des questions de relation. Ensuite, il y a la logique que j'évoquais à midi, c'est-à-dire une logique de maintenance, mais une logique de maintenance propre. J'ai eu la chance d'être sollicité pour créer une unité de méthadone, mais là on est dans la substitution, mais surtout de superviser les professionnels en Suisse des programmes d'héroïne contrôlée, de distribution d'héroïne médicalisée contrôlée. Et ce qui a permis à des héroïnomanes de les sortir des circuits et d'avoir un médicament. Une fois le matin, une injection le matin, dans un dispensaire. Alors, vous savez, les Suisses, tout bien encadré, comme disait Coluche. En Suisse, il ne peut rien vous arriver, il n'y a pas de maladie, mais on attrape des médicaments. Ok, alors on va essayer de reprendre un petit peu le dialogue. C'est-à-dire on évite les effets de contexte, Ouais. On évite les effets de contexte qui sont, de mon point de vue,
le plus gros problème sur les questions du manque, de la dépendance, des dépendances, etc. Voilà, j'arrête là. Ok, l'importance de... Ouais. Ça me semble intéressante ton approche parce qu'elle est complètement, je pense, dans la veine de ce qu'on pourrait faire dans un lieu comme ici, sauf qu'elle... Tu disais toi-même que tu ne peux pas forcer les gens à arrêter. Donc s'ils n'arrêtent pas, tu ne vas pas les criminaliser parce qu'ils n'arrêtent pas. Sauf qu'ils sont criminalisés. Ben oui, donc tu les accompagnes à quand même faire quelque chose, quand même à leur apporter quelque chose, tout en gardant à l'esprit le peu ou le beaucoup que tu peux leur apporter quand même. Et ça, je trouve ça super, c'est une forme d'adaptation à chaque individu en fait. Oui. Alors on est plus du côté de ce que j'appelle les thérapies stratégiques. Ouais. Intervenants, avec des directives. J'en ai engueulé un certain nombre, je peux vous dire, comme j'en ai plus dans mes bras, enfin bref, toute cette logique qui dépasse comme l'idée qu'on a de la psy, de la neutralité bienveillante, qui est à mon avis malveillante, mais bon, ça c'est un autre problème. Mais sur la question du contexte, juste je voudrais donner un exemple. À quoi ça sert de soigner un toxico, de lui faire la thérapie, la post-cure, tout ça, de le remettre en règle sur les fonctionnements sociaux, c'est-à-dire apprendre à vivre le jour et à dormir la nuit, à manger à peu près à des heures correctes et à s'alimenter correctement, si il repart dans sa cité dans une famille qui est pourrie, et les dealers en bas de la cage d'escalier, il tient 1 semaine, 15 jours, 3 semaines. C'est-à-dire changer le toxicomane sans lui permettre de changer de son contexte. environnement. C'est cauterne sur jambe de bois. Ah ouais. Et c'est beaucoup de dépression et de sentiments d'impuissance pour le ou les thérapeutes. Mais ça passe quand même par une prise de conscience personnelle de lui-même, du danger. C'est-à-dire c'est la question d'être là. C'est ça. Ouais. Ce qui n'est pas simple quand même. Mais quand c'est sa propre famille qui est toxique, par exemple, entre guillemets, alors ça, quand les liens sont toxiques intrafamiliaux, ce qui a été mon cas par exemple, mais hélas ça a été ça. Je veux dire, il y a eu une dizaine d'années d'éloignement de ma famille. Oui, il en fallait passer par la rupture. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire l'absence, exactement. la rupture. Mais la Après, rupture c'est volontaire. qui a pris le relais, parce que c'est grâce à des enseignements sur le pardon, clairement, que même si j'avais assez loin quand même l'idée d'un jour de réconcilier. C'est un enseignement ici avec Vénérable Sangue Cadro, c'est domaine, sur le pardon, qui a été un déclic. Et la question était de me pardonner à moi-même avant tout. Vraiment, ça c'est un énorme déclic, je me permets d'en parler, parce que c'est la question du pardon, souvent on l'envisage, souvent quand on met beaucoup d'usagers de drogue, puisqu'on dit toxicomane, je me permets, c'est sujet addict. Mais effectivement c'est très aigu souvent ça, très aigu parce qu'on a accumulé des tas de choses, on a fait des tas de conneries, bref, et en plus on accumule une sotte culpabilité, sauf que on oublie que la première personne à pardonner c'est à soi, et là en l'occurrence ça c'est la suite de ce que tu dis, c'est-à-dire moi aussi j'envisage, je pense que dans des cas entre guillemets comme ça d'addiction où ça engageait beaucoup de sorties sociales, etc. et tout, sans éloignement du contexte, quelle que soit la forme que ça prend, à mon avis, il faut que ça émane de la personne. Il faut vraiment comprendre que tant que je suis dans ce contexte-là, je m'en sortirai pas. On ne peut pas l'imposer, ça non plus, on est d'accord. Voilà. À chaque fois qu'on l'a imposé, c'est au contraire augmenter les mécanismes. Je pense que la question du pardon et de traiter la culpabilité, ou peut-être dans d'autres cas, peut-être pas la responsabilité en tout cas comme tu disais, je suis responsable aussi en partie de... Quand tu as dit ça, excusez-moi, je vais peut-être un petit peu digresser, mais j'ai repensé à un Flip Mall, je ne sais pas si vous connaissez, qui était un bouddhiste qui s'est retrouvé en prison, un disciple de Chogyam Trungpa, qui s'est retrouvé en prison. Et en prison, il a, entre guillemets, la chance qu'il a eue
c'est d'avoir eu 2-3 années d'enseignement avec Shogun Trungpa aux États-Unis avant. Et il disait, mais le travail, parce qu'il a travaillé en prison, il disait, mais vous l'avez évoqué à un moment, c'est-à-dire que les prisonniers sont tellement, en plus déjà du reste quand tu es dehors, mais en plus dans le système carcéral, tous les jours, on te rajoute des... Donc avoir accès, se pardonner à soi-même, ne serait-ce qu'avoir accès, reconnaître, ne serait-ce que reconnaître que non, oui, j'ai il y a une part de moi quand même qui a été en jeu là-dedans. Il disait rien que ça, c'était parfois des années de boulot, et alors lui, c'est en tôle, quoi, je veux dire, tu vois, ce que j'ai retenu, c'est ça, c'est ce que tu as évoqué tout à l'heure, c'est la difficulté, quand tu parlais du manque, simplement de le reconnaître, par exemple, et puis de pouvoir l'analyser un tout petit peu. Rien que ça, c'est parfois pour certaines personnes, je pense, le boulot d'une vie entière, quoi. Est-ce que je peux poser une question un peu en lien avec tout ce qu'on a pu dire, ou tu veux réagir sur peut-être ce que... Non, c'est... Non. Parce que moi, il y a une question qui me taraude. C'est de me dire qu'on voit que il y a des personnes qui peuvent méditer et pratiquer le calme mental et peut-être traiter, dépasser, transformer leur manque par le moyen de la méditation, d'autres par d'autres moyens, peut-être l'environnement. Et la question que j'ai, c'est comment on fait pour savoir ma latitude d'action? Comment on fait? Moi, j'ai un peu mon idée, mais toi, ayant par exemple une expérience dans la psychanalyse, comment tu peux donner, apercevoir à quelqu'un son champ d'action? Je ne le sais pas à l'avance. Tu ne le sais pas à l'avance? C'est que par l'exploration? Il y a une dimension complètement imprévisible, et heureusement. On peut avoir de très bonnes surprises, on peut avoir de mauvaises surprises. Après, on peut avoir... Je veux dire, plus tu pratiques, tu commences à prendre un peu de bouteille, il y a des intuitions. Quand je reçois quelqu'un, je l'écoute, je vais ressentir des choses, et de plus en plus, je fais confiance à mon ressenti. Et j'ai l'impression que mon intuition est de plus en plus juste. Mais pas à 100%. Mais si tu veux, quand tu proposes un travail comme ça, il n'y a pas de promesse. Ça, c'est très important. Tu ne peux rien promettre. Parce que tu ne sais pas quel va être le chemin pris par la personne. Tu ne connais pas les événements à l'intérieur du travail que tu proposes. C'est imprévisible. Et les effets aussi sont imprévisibles. Et heureusement, dans le milieu du handicap, je suis parvenu par moments à des résultats incroyables, qui étaient complètement inenvisageables au début. Je me rappelle une jeune femme qui était d'une forme d'autisme, de haut niveau, mais qui était quand même très handicapée, complètement en elle-même. Elle a réussi finalement à travailler, alors dans un milieu protégé, mais elle a commencé à pouvoir travailler. Au bout d'une expérience dans nos appartements thérapeutiques, elle a réussi finalement à avoir son propre logement. Elle a réussi à tomber amoureuse et à se marier. Et ça, si tu veux, c'était... C'était pas gagné. Non, non, mais même, c'était moi, quand j'ai commencé à travailler avec elle, je me suis dit, bon, on va l'aider un peu à acquérir une certaine forme d'autonomie et à arrêter de s'identifier, à la libérer un peu de cette identification qui était absolue et exclusive. Je suis autiste. Moi, mon boulot, ça a été de lui faire comprendre que, certes, elle était autiste. Il y avait un diagnostic là, qu'on lui avait collé là, mais qu'elle était beaucoup plus riche que ça. Et qu'il y avait, justement, je parlais de cette notion d'espace, c'est qu'autour de cette identification d'autiste, il y avait un potentiel et il y avait beaucoup de choses à acquérir et à développer. Qu'elle n'était pas uniquement autiste, même si elle l'était, et qu'on ne peut pas nier, ça, tu ne peux pas le gommer, comme le manque. Elle est autiste, ok. Mais elle peut vivre son autisme différemment. Et qu'il y a toujours une possibilité de bouger, d'acquérir et de se transformer. Donc on ne peut pas le savoir à l'avance. Non. On n'est pas des machines. Non, mais donc c'est un processus assez long que de faire connaître à quelqu'un l'ampleur de sa... C'est un processus. Oui. C'est-à-dire, dès que tu mets long ou assez, tu induis quelque chose, et je suis d'accord avec Eric,
c'est totalement imprévisible. C'est imprévisible. Tu as des personnes... Tu t'y attendais pas peut-être, toi, plein de fois. Non, mais si tu les vois 3 fois, le problème est réglé. T'en as, tu sais que tu les as à vie. C'est vraiment, on est dans le domaine de l'imprévisibilité. Ouais. C'est en ça que le boulot, il est difficile, et je suppose qu'on est aussi, nous-mêmes, nos zones de sécurité pour être sur des bonnes bases, parce que ça peut... Ouais. Ah bah oui. Ah, tu peux Donc on navigue dans l'inconnu beaucoup alors. Quand même. Oui. Sur ce qu'on va pouvoir permettre de Dans l'inconnu. donner, Peut-être pas, mais en tout cas dans l'imprévisibilité Ouais, totale. Il faut qu'en tant que professionnel, qu'en tant que clinicien, que tu aies une relation d'acceptation par rapport à ce que tu ne maîtrises pas. Parce que les effets qui peuvent avoir lieu chez ton patient, Oui. c'est son affaire à lui, même si tu peux l'aider, mais le gros du travail, ça s'opère chez la personne. Toi, tu es là pour inviter, pour aider, pour appuyer d'un côté, pour que ça soit équilibré de l'autre. Voilà, c'est un travail de technicien, d'accueil aussi de l'autre, mais tu n'as pas le contrôle de la chose. Il faut avoir cette acceptation du non-contrôle, de la non-maîtrise des effets. Parce que si tu essayes effectivement de gouverner ton patient, là, c'est fini. Là, tu changes de boulot. Hein. C'est très précisément l'escalade symétrique, si je peux me permettre, pour reprendre les exemples entre les toxicothérapeutes et le sujet addict, c'est-à-dire toute la bagarre autour du contrôle, et qui finit en général par la victoire, entre guillemets, parce que c'est une victoire à la Pyrrhus du sujet addict, sur le thérapeute, et qui arrive à qui conduit à une disqualification et de la relation thérapeutique et du contexte de la relation. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis à cette heure-ci. Là. Est-ce que vous avez des questions? On va terminer sur les questions, et puis on va peut-être vous demander un peu votre avis sur, parce qu'on aura peut-être l'occasion de refaire des journées sur le dialogue entre psychologues et bouddhistes. Mais si vous avez... C'est pas incompatible, hein? Ah non, non. Non, non. J'avais besoin d'être rassuré. C'est pas incompatible. On a souvent les deux. Anne, tu veux... Alors... Je veux bien ajouter quelque chose. Tout d'abord, vraiment, merci beaucoup. Merci de tout ce qui a été dit. Donc, en ce qui me concerne, j'ai donc notamment appris la psychologie contemplative suivant notamment les enseignements de Shogyan Trungpa. Donc la première chose que j'ai à dire, c'est que quand même, c'est toi hier qui disais que tu ne savais pas si l'homme était bon. Et il y a une notion fondamentale chez Trungpa, c'est qu'on a tous une bonté fondamentale, et que c'est déjà, que ce soit quand on enseigne la méditation ou vis-à-vis d'un patient, c'est en général quelque chose qui ouvre un espace déjà, et donc c'est une bonne chose que de le dire. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que il y a justement un slogan de Trungpa qui dit, donc c'est de l'anglais, « Whatever is in the room, it's the mind ». Et c'est... quand j'ai fait une psychanalyse, j'ai vraiment aussi déjà expérimenté ça, parce que très souvent, quand on arrive, on jette quelque chose, on dit quelque chose qui pour nous n'a pas du tout d'importance, et finalement on se rend compte au cours de la séance que ce qui n'avait pas d'importance, en réalité a de l'importance. Et très souvent, il y a... Moi, mon analyse c'était lacanienne, et elle arrivait vraiment à démêler des choses assez subtiles et fines. Et en psychologie contemplative, on travaille avec ce que tu as mentionné, François-Xavier, c'est-à-dire, à un moment, parmi les nombreuses choses que tu as dites, on travaille quelque part avec les mémoires cellulaires, et la mémoire cellulaire inscrite par l'esprit, si je puis dire. Et donc moi, je démarre une séance toujours par un moment de méditation, et pour lequel, très très clairement, je ne me fais pas payer pour ça, d'enseigner une méditation, mais en revanche, la relation thérapeutique, oui, même si c'est pas grand-chose, ça doit être quelque chose. Et en fait, il y a une approche en 4 temps, et dans laquelle
quand le sujet va parler de quelque chose qui est, s'il a un traumatisme, un événement important, on arrive progressivement et on va demander au sujet la permission d'aller regarder plus près et on va essayer de sentir avec le patient, enfin l'autre, la marque dans son propre corps la marque de cet événement. Et je dois dire que ça marche extraordinairement bien. C'est assez subtil. Quelquefois, évidemment, au début, le patient, il sent rien. Voilà, il veut pas. Donc, c'est pas grave. On y retournera. Mais moi, j'ai vraiment eu des résolutions, si je puis dire. On parle jamais de guérison, mais des résolutions de points d'un traumatisme de façon assez magique ou de façon assez rapide, justement. Vraiment. Hein, parce qu'à un moment, il y a quelque chose qui se dénoue. Et c'est comme une libération, on est soulagé. Et vraiment, la personne est soulagée. Après, et c'est justement pour moi la différence de cette technique-là avec la psychanalyse, parce que pour moi, en psychanalyse, on est beaucoup... il y a beaucoup la démarche mentale et la compréhension. Et on ne travaille pas avec l'inscription dans le corps. Et donc, c'est ce que cette méthode, cette approche apporte, et je pense qu'elle est intéressante. Voilà. Non, je voulais réagir quand tu dis que dans le champ de la psychanalyse, on ne travaille jamais avec le corps. Moi, par exemple, dans ma pratique, je tiens toujours compte des manifestations corporelles d'un événement traumatisant. Hein, parce que, comme tu le dis, ça peut se dénouer par le corps. Et il y a une interaction directe entre le psychisme et le corps. Et on ne peut pas mettre le corps de côté, hein, parce qu'effectivement, c'est une caisse de résonance. Et comme disait François Xavier, il y a des couches de mémoire. Le corps, il emmagasine énormément de choses. Et donc, tu es obligé d'être à l'écoute du corps. Oui, je pense que la différence, et c'est une différence où le thérapeute se met lui-même dans l'instant. C'est-à-dire, c'est ça la grande différence. Bon, et le thérapeute dit, là où, dans son propre corps, à cet instant-là, ce qu'il ressent de la nomination, la verbalisation de cet événement, de cette émotion, etc., dans son propre... Et on se met... Pour ça, moi, je ne peux pas prendre beaucoup de monde dans une journée. Et on se met réellement en résonance avec l'autre. C'est ça, en résonance. Et on va dire, c'est très souvent au niveau du cœur, hein, mais pas forcément, seulement, et on va dire à l'autre, à la personne, ce qu'on ressent à ce moment-là. Et ce qu'il y a de rigolo, si je puis dire, c'est que évidemment, en général, les patients, ils ont pas fait tant que ça d'heures de méditation, de pleine conscience, etc., etc. Et c'est comme si, quand moi je nomme ce que je ressens même physiquement, je peux aussi m'autoriser à pleurer, à avoir les larmes aux yeux et à le dire. Enfin, c'est vraiment un partage le plus total possible, en tout cas en résonance possible. Et quand je nomme que l'autre, et c'est toujours en face, hein, c'est pas de côté, l'autre qui est en face de moi va ressentir ça, très souvent, ça ouvre quelque chose, ça ouvre une petite porte, ça ouvre, comment dire, une autorisation de ressenti, je dirais, surtout sur des traumatismes bien marqués, bien anciens, etc. Voilà. Donc c'est une pratique qu'on pourrait dire un peu audacieuse, hein, quelque part. Mais je pense aussi que la psychanalyse, la recherche thérapeutique est pour moi quelque part quelque chose d'audacieux, parce qu'on ne sait jamais, ce à quoi on va aboutir, ce qui va survenir, etc., etc. Donc tu as fait Karuna, tu as dit, et tu es chandalienne ? Oui. Ok, très bien. Ah, mais je suis une vieille chandalienne. Moi, je suis un ancien, mais je ne suis pas resté très très longtemps. D'accord. Je peux comprendre ce que tu dis, parce que dans les enseignements que j'ai pu avoir à Shambhala, il y avait déjà cette approche-là. Donc ça me parle.
D'accord. Est-ce que pour terminer, quelqu'un a peut-être une dernière remarque ou une dernière question, et puis après on va doucement conclure cette journée. Moi, j'aurais une question pour Anne. Ah. Est-ce que tu... Il y a deux ânes. Il y a deux ânes. Il y a une âne dans la salle, je crois. Et il y a... D'accord. Donc c'est par rapport à ce que tu viens d'évoquer. Est-ce que ce que tu évoquais est la méthode donc, que tu as appris au travers de Carona, ou est-ce que c'est le fruit de ton expérience et de toutes ces années que tu as... Non, c'est vraiment une méthode qu'on apprend au cours de Carona, qui est un cycle de 3 ans, qui pour l'instant est arrêté, puisque le Centre Chamberlain de Paris aussi, pour l'instant, n'a plus de lieu, et je vous remercie, Kalachakra, de nous héberger de temps en temps. Et vraiment, ce slogan, whatever is in the room, is the mind, c'est vraiment ça, cet apprentissage, etc., l'inscription dans le corps, tout ça, ça fait partie de l'enseignement Karuna. Voilà. Et j'ai évidemment appris d'autres choses aussi, et je peux me servir aussi d'autres techniques, si je puis dire, d'autres approches. Mais c'est quand même cette approche-là fondamentale. Et de demander de créer un échange avec le patient où il y a, dès le départ, ne serait-ce qu'une pratique de synchronisation, mais synchronisation personnelle, c'est-à-dire une pratique, ce que vous appelez ancrage terre-ciel, etc. C'est-à-dire pour vraiment que ce soit des entretiens avec le cœur. Voilà. Ok. Merci. Un mot pour conclure? Est-ce que vous voulez partager un petit peu des points positifs et des points qu'on pourrait améliorer, parce qu'on va sans doute refaire de ces journées d'échange? Est-ce que c'est trop long? Est-ce que c'est un petit peu trop court? Est-ce que vous voudriez un peu moins de théorie? Est-ce que... Oui, Ginny. Oui, rapidement, c'est juste, moi j'ai trouvé ça riche, de toute façon, ces échanges entre psychologie et bouddhisme, il y a énormément de ponts, vu que ça touche à la souffrance dans tous les cas. Dans le bouddhisme, on parle de bodhisattva, et dans la psychologie, c'est une relation d'aide, donc il y a ça touche aux mêmes choses, donc je trouve que c'est bien, et le fait qu'il y ait plusieurs intervenants différents points de vue, ça enrichit forcément la thématique, super. Et c'est vrai qu'en plus, c'était Geshe Dakpa qui avait dit, donc de Kalachakra, qui disait toutes les personnes qui aident les personnes en souffrance, que ce soit mentale, psychique ou physique, ce sont vraiment des modèles à suivre. Donc, voilà. Bien imparfait. J'ai entendu un autre maître dire, surtout ne suivez pas votre maître. Mais bon. Oui. C'est pas incompatible. Quelqu'un d'autre veut ajouter peut-être? Moi, je voulais vous remercier vraiment. C'était très très riche, et en tout cas, j'en ressors avec beaucoup d'enseignements. Enfin voilà, j'ai appris beaucoup de choses grâce à vous. Qui ont encore plus de théorie, moi ça ne me dérangerait pas, parce que justement j'aime aller au bout des choses, et je trouve que c'est vraiment très riche, et des fois ça mérite encore d'être poussé. Donc de faire un programme bouddhiste et psychologue, moi ça me va très bien. Personnellement, j'apprécierais beaucoup. Et aussi, je voulais vous remercier parce que j'ai toujours cru en la psychanalyse, mais j'ai jamais trouvé, et à la psychologie, je ne fais pas trop la différence, mais j'ai jamais trouvé de psychologue. Enfin, en tout cas, moi, j'ai essayé 2 fois d'aller en voir, et ça a toujours été un échec, vraiment. Donc, j'ai fait par d'autres chemins, un gros travail, mais par d'autres chemins. Et du coup, ça me réconcilie un petit peu en vous voyant, donc, et en vous écoutant tous. Donc merci. Si ça a pu modifier ta représentation des psy, c'est déjà une bonne chose. Hein. Ah ouais. Ok.
Et puis pour le bouddhisme, bon, c'est pas... Malika? Et toi? RAS, moi j'ai le cerveau en ébullition, donc il y a eu tellement de choses dites, etc. Moi aussi, ça m'a réconcilié aussi avec la psychologie, on va dire, parce que c'est vrai que je l'ai quitté en étant en maîtrise et en étant un peu, oui, voilà, j'arrivais pas trop à adhérer à ce que ni à Lacan, ni à Freud, etc. Donc ça m'a réconcilié, donc ça m'a fait du bien. De voir les interventions aussi de FX bien claires. Donc c'était nickel. Ok, Philippe. Mon cher Philippe. Ah, écoute, j'aime particulièrement les parallèles lorsqu'on peut en faire entre des pratiques de méditation qu'on peut avoir telles que Vipassana. Je parle de Vipassana parce qu'évidemment, c'est celle que je connais la mieux, mais le fait qu'on puisse également nommer en psychologie pour pouvoir prendre du recul, comprendre également que nous ne sommes pas nos émotions, et donc travailler dans une dimension où effectivement comprendre que lorsque je suis dans le manque, c'est quelque chose qui est aussi impermanent et que ça touche non seulement à cette idée du manque, mais ça touche à toutes les choses par lesquelles on se définit en fait, et que nous ne sommes jamais que ça. Donc là, ça étend énormément le champ, quoi, en fait. C'est ce que certains ont appelé des îlots de clarté. mais ça touche à ça, et je trouve que c'est toujours d'une énorme richesse, et ça me rappellera toujours la première fois que j'ai vu ma colère s'effondrer, je dis bien ma colère, mais s'effondrer lors de ma première retraite Vipassana, et du sentiment de liberté que j'ai pu éprouver par rapport à ça, parce que ça dégage un tel espace, et c'est véritablement miraculeux, cette chose-là, qu'on puisse montrer du doigt qu'à un moment donné, non, nous ne sommes pas ça. Nous ne sommes pas ça. Il y a effectivement cette... du fait des causes et des conditions qui sont là à ce moment-là, cette perturbation qui nous sort du calme mental, mais c'est quelque chose de temporaire. C'est quelque chose de temporaire, et le fait de pouvoir se dégager de ça, c'est juste magnifique. C'est juste magnifique, parce que ça nous montre qu'il y a une direction dans laquelle on peut aller. Et je trouve ça fantastique qu'on puisse reprendre ça également dans ces sciences de l'Occident, comme la psychanalyse, etc. Et ça, je trouve ça très riche, très riche. Merci. Je pense qu'on va s'arrêter sur ces mots inspirants. Et oui, on va s'arrêter là. Merci à toutes, merci à tous. Merci. À très bientôt. Merci. Prenez soin de vous. Merci.